Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Audition ce mercredi par le juge Gary Aurélien de l'ancienne première dame Martine Moïse. Elle a été entendue dans le cadre de l'assassinat de son mari, le président Jovenel Moïse. Disparition du réquisitoire supplétif rédigé par l'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est ce qu'a révélé le protecteur du citoyen maître Renan Hédouville qui croit que le Premier ministre Ariel Henry est le principal obstacle à l'aboutissement de ce dossier. La chef du BINU et représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Hélène Lalim, juge que les policiers haïtiens ne pourront pas venir à bout des gangs qui terrorisent la capitale haïtienne. L'ancienne première dame de la République, Martine Moïse, a répondu aux questions du juge instructeur Gary Aurélien ce mercredi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. À sa sortie de l'audition, Martine Moïse s'est dite prête à collaborer dans quelque dossier que ce soit dès qu'il s'agit de la justice. Elle en a profité pour lancer un appel à la solidarité à tous ceux qui seront invités à suivre sa trace pour le bien de l'enquête. Une audition qui s'est déroulée dans une atmosphère tendue en raison de la présence des militants pro et anti-Martine. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince était totalement bloqué ce mercredi en raison de l'audition de la dame Martine Moïse par le juge instructeur Gary Aurélien. L'entrée principale du parquet est occupée par des agents de sécurité de la PNH qui empêchent l'accès aux avocats et aux justiciables. Entre colère et propos injurieux, des hommes de loi fustigent le comportement du doyen du tribunal, maître Bernard Saint-Ville, qui, selon eux, est à l'origine de cette décision. Sur la cour de l'institution, au moment même où se déroule l'audition, des militants portant des t-shirts où est inscrit « Justice pour Jovenel Moïse » mettent de l'ambiance. Le palais de justice, qui depuis des mois paraissait désertique à cause de l'insécurité qui sévit au bicentenaire, s'est transformé pour une journée en une véritable salle de spectacle. Des partisans qui font du bruit, une bande à pied pour réjouir la galerie. Mais il ne faut pas oublier les agents de la PNH qui sécurisent le périmètre. Le dispositif est impressionnant et l'on peut se demander pourquoi il n'est pas déployé plus souvent pour sécuriser les activités judiciaires. Coup de théâtre, des anti-Jovenel ont réussi à s'introduire dans l'espace du tribunal et réclament l'arrestation de Martine Moïse. Pendant un instant, le palais de justice devient un champ de bataille. Après environ 3 heures d'attente, les militants s'impatientent et commencent à se montrer violents en frappant tout ce qui est à leur portée dans la cour du tribunal. Les arrivées est leur slogan. Alors qu'elle a débuté à 10 heures du matin, l'audition ne s'achève qu'à 3 heures de l'après-midi et l'ex-première dame évoque elle-même son entretien avec le juge instructeur. Cette audition entre dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Elle est d'une grande importance et c'est bien volontiers que Martine Moïse dit s'être présentée. Elle affirme être toujours prête à collaborer dès qu'il s'agit de la justice. Je suis obligée de être partie civile parce que l'enquête là, je voulais pour l'avancer et je voulais que l'enquête là aboutit. Si juge a relève, autant de fois que le relève, c'est autant de fois ma participation pour Marie Mkave. Est-ce que vous pouvez collaborer dans l'autre dossier autour?
Donc, vous décidez malheur d'or, madame. Quel que soit le dossier gagné, qui ça me gagne pour me reprocher tête moi? Je ne vais pas me reprocher. Donc, quelle que soit la question à poser, je vais venir répondre à la question pour enquête qui abouti, pour capable de coupable. Se référant à ces propos, l'audition s'est concentrée sur un seul dossier. Martine Moïse en a fait un résumé et lance un appel dans le cadre de l'enquête. Tout le monde connaît que le président Jovenel, c'est un président qui est institutionnel. Il croit dans le renforcement institutionnel. Donc c'est peut-être ça m'a encouragé tout le monde qui a des questions pour venir répondre. Tout le monde qui a des informations, participez dans l'enquête là s'il vous plaît. Pour voir comment nous sommes capables d'avancer et comment nous sommes capables de joindre les gens qui ont fait ça. Si on a une information de un monde qui a un mandat d'amener, un avis de recherche derrière ou une information, partagez-le pour voir si que monde ça nous t'a mené devant le juge là et que l'enquête là t'a faite pendant que la fête là il a déterminé est-ce que monde ça est innocent, est-ce que le coupable ça pour nous arriver à une conclusion. Donc nous même tout ça n'a voulu, tout ça n'a pas attendu, c'est justice. Tout le monde dit que dans le pays nous n'avons pas besoin de justice. Mais même si on a dit, c'est là pour commencer à chercher justice là, c'est là que je commencer, c'est là que je continuer. Je demande justice là ni matin, je demande la midi, je demande la soirée jusqu'à ce que je joigne parce que je ne peux pas camper. Des dossiers comme celui de Maître Montferrier-Lorval n'ont pas été à l'ordre du jour, selon les témoignages de l'ancienne première dame de la République, Martine Moïse. À la question de savoir si, lors de son passage en Haïti, elle en profite pour débuter sa campagne électorale, Martine Moïse s'est contentée d'affirmer qu'elle est présente pour répondre aux questions relatives à la justice. Une audition qui s'est déroulée dans une atmosphère tendue et tous ceux qui ont tenté de la perturber en exigeant l'arrestation de l'ex-première dame ont été chassés par ses partisans. Guy Trichoisy et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le réquisitoire supplétif rédigé par l'ex-commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Jovenel Moïse a disparu. C'est ce qu'a révélé le protecteur du citoyen, maître Renan Hédouville. Selon M. Hédouville, l'actuel Premier ministre Ariel Henry est le principal obstacle à l'aboutissement de ce dossier. Dossier ça, correspondance ça que le commissaire a préparé, il y a un numéro 0635 09 20 21. Et il y a un avis de réception qui datait du 14 septembre 2021. Dans le réquisitoire supplétif, ça, il a été fait mention de rapport Digicel te remettre au commissaire du gouvernement. Chers amis de la presse, incroyable, mais vrai, dossier ça, nous pas contre s'il montait dans le ciel, s'il allait en bataille, parce que dossier ça, ce réquisitoire supplétif qui a été préparé par le commissaire Bedford, il n'est pas dans le décanage journée jeudi. Il n'est pas dans le carré juge d'instruction. On l'a écarté tout simplement de manière mystérieuse. Le Premier ministre a pris la liberté, le malin plaisir, dans la date 28 septembre 2021, sur une chaîne de télévision américaine, pour dire qu'il entend faire libérer les personnes non coupables arrêtées dans le dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est bizarre, c'est incroyable lorsque nous connaissons comment que un Premier ministre, même s'il est président de la République, pour l'a dit que il va libérer, il entend faire libérer des gens qui aux ordres d'un juge d'instruction. Ça c'est foulé au pied, ça nous a relé ce principe de la séparation des pouvoirs. C'est grave. Et après, il finit faire déclaration ça, par devant l'Assemblée générale des Nations Unies, ce même Premier ministre a souhaité, a recommandé, entre guillemets, l'entraide judiciaire. Nous-mêmes, au niveau de l'OPC, nous nous posons cette question. Quel type d'aide d'entraide judiciaire? Quelle forme prendra cette soi-disant entraide judiciaire sollicitée par le Premier ministre, suspecté dans l'assassinat
du chef de l'État. Est-ce que nous sommes capables de prendre au sérieux demande ça lorsque même Premier ministre ça pas respecté justice dans le pays, n'a pas faibli justice dans le pays. Donc tout compte fait au niveau de l'OPC, on assimile cette sollicitation d'entraide judiciaire comme étant la poudre aux yeux, une déclaration pour plaire la galerie, et nous conclut de façon partielle pour nous dire que le Premier ministre représente un obstacle majeur dans l'avancement pour l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du chef de l'État. La chef du BINU et représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Helen Lalim, juge que les policiers haïtiens ne pourront pas venir à bout des gangs qui terrorisent la capitale haïtienne. Une force surchargée et sous-financée ne peut à elle seule endiguer cette augmentation inquiétante de la criminalité, a dit Mme Lalim en présentant le rapport du secrétaire général du Conseil de sécurité. Elle a toutefois admis que la police nationale haïtienne cherche bien à améliorer l'efficacité de ses opérations anti-gang. La diplomate onusienne a estimé que le rétablissement de la sécurité, et notamment dans la ville de Port-au-Prince, doit être une priorité pour les autorités haïtiennes. Depuis juin, une augmentation importante et soudaine de la violence des gangs a provoqué le déplacement de quelques 19 000 personnes des communes de Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, d'Elma et du quartier de Martissan. Le contrôle exercé par les gangs autour des points d'entrée et de sortie stratégiques de la capitale a eu un impact négatif sur l'économie et la circulation des personnes et des biens. Environ 300 000 enfants s'apprêtent à reprendre graduellement le chemin de l'école dans le Grand Sud, après le tremblement de terre du 14 août qui avait fait beaucoup de dégâts. 70% des écoles avaient été soit détruites, soit endommagées. Nous avons avec nous ce soir un représentant de l'UNICEF, en la personne de M. Jules Hans Beauvoir, qui est spécialement chargé des urgences. Bonsoir, M. Beauvoir. Bonsoir, M. Serge. Merci de m'avoir accordé cette opportunité de parler de l'UNICEF dans le Sud. Bon, rentrée scolaire qui se fait graduellement, comme on a dit. Les dégâts ont été énormes. Plus de 70% des écoles ont été soit endommagées, soit détruites. Comment avez-vous trouvé la situation? La situation n'est pas différente de ce qui est présenté dans les journaux. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été détruites. Comme vous dites, plus de 70% des écoles sont soit détruites, soit complètement fissurées aussi. Donc, l'Éducation nationale a fait la réouverture le 4 octobre au niveau dans une école qui n'est pas complète, qui n'a pas été fissurée, École Sainte-Anne au niveau du Sud. Ils ont fait ça aussi au niveau de la Grandance et des NIP. Donc, il n'y a pas une grande avarie dans beaucoup d'enfants qui sont allés à l'école parce que ce jour, au niveau du Sud, au niveau des cas, il y avait une pluie. Donc, certaines écoles n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Et il n'y a pas beaucoup d'écoles aussi qui ont été construites après le tremblement de terre. Donc, nous sommes pas totalement sûr que tous ces enfants ont repris le chemin de l'école, mais je pense que tous les efforts sont en train d'être faits par les organisations, par le ministère, par le gouvernement, pour que ces enfants reprennent le chemin de l'école. Bon, et Monsieur Beauvoir, vous êtes chargé des urgences à l'UNICEF, si j'ai bien compris. Maintenant, qu'est-ce qui est fait? Parce que 70% des écoles détruites, ça ne se reconstruit pas en 2 jours. À quel point est-ce qu'on en est au point de vue de la reconstruction ou de la réhabilitation des écoles qui ont été endommagées? En fait, au niveau du département, il y a la table sectorielle éducation. Il y a le secteur éducation qui est dirigé par le gouvernement à travers son directeur départemental et appuyé par les partenaires financiers et techniques.
Et ils ont élaboré un plan pour voir comment adresser la rentrée scolaire. Donc, ils ont fait un inventaire des écoles qui étaient détruites, fissurées, ce qu'ils appellent rouge, jaune, vert. Et avec ce plan, ils ont partagé avec les partenaires pour voir quels partenaires qui peuvent les aider. Le gouvernement est en train, à travers le Fonds national d'éducation, de reconstruire 15 écoles. Le plus grand lycée de la ville d'Ekaï, Philippe Guerrier, ils ont entamé la construction. UNICEF, et à travers certains partenaires aussi, sont en train de construire des écoles. Ils ont commencé mercredi dernier. Les travaux avancent. Et pas à grand pas, mais les travaux avancent graduellement au niveau des 3 départements. Donc, il y a d'autres partenaires aussi qui interviennent pour la construction des écoles, donc bien entendu sur le leadership du gouvernement. Et certains partenaires aussi sont en train de distribuer des kits scolaires aux élèves qui sont retournés à l'école. Mais le ministère aussi a développé une stratégie assez intéressante. Ce qu'ils ont fait, les écoles qui sont vertes, c'est-à-dire les écoles qui n'ont pas été détruites, on les a sollicitées pour qu'ils hébergent d'autres écoles. Par exemple, l'école Sainte-Anne au niveau des Cailles a été sollicitée pour héberger l'école La Ruche qui se trouve dans la même rue au niveau des Cailles. C'est une stratégie qui commence à donner ses fruits en attendant la reconstruction des écoles qui sont détruites. Très bien. Bon, tout à l'heure, on a avancé le chiffre de 70% des écoles, mais sans dire le nombre total d'écoles dans les 3 départements du Grand Sud, le nombre total d'écoles qui ont été affectées. On parle de combien? 200, 300, 500? En fait, les écoles qui sont détruites seulement sont environ 300, sont autour de 300 écoles. Mais l'évaluation, c'est quelque chose qui continue parce que c'est une évaluation qui a été faite immédiatement après le tremblement de terre avec le support, avec le ministère de l'Éducation nationale et le support de l'UNICEF et d'autres partenaires. Donc, ce chiffre va augmenter au fur et à mesure. Et si vous regardez le premier rapport, vous allez voir environ 300 écoles détruites et le reste fissuré et des écoles vertes. Donc, ne vous étonnez pas demain que le chiffre passe de 300 à 305, 310, etc. parce que c'est un inventaire évolutif. Donc, pour le moment, on est autour de 300 écoles détruites complètement. Bon, alors maintenant, venons un petit peu à votre domaine, l'UNICEF. Concrètement, dans quelles actions particulières s'engage l'UNICEF dans le Grand Sud? L'UNICEF et dans tous les pays du monde, on travaille en support au gouvernement. En période d'urgence, on a des secteurs et ce qu'on appelle clusters et qu'on donne à l'UNICEF pour supporter. Et nous appuyons avec le gouvernement ici parce que la crise actuelle, elle est dirigée par le gouvernement comme le lead. Nous appuyons le gouvernement dans le secteur éducation. Et nous participons dans des réunions, nous faisons la formation, nous les aidons dans la gestion de l'information aussi. Et nous appuyons aussi également le secteur protection de l'enfant avec l'Institut bien-être social dans les 3 départements. Nous travaillons conjointement dans le secteur eau et assainissement avec la DINEPA. Au niveau du Sud, on travaille avec l'OREPA. Donc, nous travaillons aussi avec le secteur nutrition. Donc, ce sont les gros secteurs où nous intervenons comme co-lead ou bien, si vous voulez, co-facilitateurs de ces secteurs. Mais également, nous intervenons dans le domaine de la santé. Actuellement, nous avons 24 cliniques mobiles qu'on est en train d'appuyer dans les 3 départements. Ces cliniques mobiles ont permis à la population d'avoir accès aux soins de santé primaires, donc aux services de base dans les départements, parce que beaucoup de centres de santé aussi ont été détruits. C'est ça, oui. Oui, bien sûr, tout a été détruit. Très bien, eh bien, écoutez, magnifique. Mais vous dites vous intervenez comme formateur ou surtout sur le plan financier? UNICEF, on est un partenaire technique et financier. Par exemple, le premier jour, le deuxième jour du tremblement de terre, le 15, on était déjà sur le terrain à côté de la Direction générale de la protection civile pour faire un inventaire, pour faire une évaluation et des dégâts. Donc, on a une équipe urgence qui intervient rapidement. Immédiatement, on était déployé sur le terrain avec le gouvernement et avec la Direction générale de la protection civile.
On intervient aussi des fois directement. Par exemple, la même semaine, on a distribué des kits d'hygiène, on est parti avec les acteurs et les organisations non gouvernementales et les organisations locales pour donner l'accès et au moins au minimum et kits d'hygiène à la population vulnérable. On intervient aussi avec la DINEPA en les fournissant des matériels techniques, en mettant un peu de l'argent. On met aussi du staff qui les aide dans la gestion de l'information et des formateurs. En fait, on adresse les différents aspects de la gestion d'une crise. Depuis la fourniture des services et la formation, les matériels, et on va sur le terrain aussi avec les acteurs, que ce soit gouvernementaux ou associations et non gouvernementales. Magnifique. Bien, si je puis me permettre, Monsieur Beauvoir, je peux vous dire qu'à titre personnel, j'ai une admiration profonde et totale pour le travail que vous faites, non seulement en Haïti, mais dans le monde entier. Et je ne peux que vous souhaiter beaucoup de courage dans la suite des événements. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire pour terminer? Je vous remercie, M. Serge. Et moi, je lance un vibrant appel au gouvernement haïtien. Je lance aussi un appel aux particuliers pour voir comment ils peuvent accélérer le processus au niveau du Sud pour que la population ait accès aux différents services. UNICEF seul, on ne pourra pas tout faire. On veut vraiment que les autres organisations nous rejoignent. Il y en a beaucoup qui font beaucoup de superbes activités aussi au niveau du Sud. Et on aurait aimé, et je m'adresse personnellement au gouvernement, et d'accélérer certains processus pour qu'on puisse avancer et permettre à la population de relever. Je vous remercie. Un dernier mot, Monsieur Beauvoir. Si un particulier décide soit faire un don, soit apporter une contribution spéciale à UNICEF, où, à quelle adresse ou à quel endroit, sur quel email doit-il faire cela? En fait, il y a plusieurs mécanismes que les particuliers peuvent apporter des dons au niveau de l'UNICEF. On a dans les pays internationaux et étrangers d'Haïti, on a ce qu'on appelle les NATCOM, les comités nationaux qui recueillent des dons pour l'UNICEF. Et il y a le site web de l'UNICEF aussi, www.unicef.org, et il y a un lien Donate où les gens peuvent faire des donations. Et on n'est pas autorisé à recevoir des fonds directs nous-mêmes au niveau du bureau des CAI, là où je suis là, mais au niveau du site de l'UNICEF, et un particulier peut faire des donations. Ou bien, si ça les intéresse, et notre bureau se trouve à Debussy, à Port-au-Prince. Donc, ils peuvent passer à notre bureau pour discuter avec les personnes concernées. Très bien, magnifique. Donc, en passant par le site web unicef.org, à la section Donate, donc faites une donation, on précise pour Haïti, on précise pour le Sud, ou ça va dans une caisse commune? Moi, vous pouvez préciser pour le Sud, mais si vous pouvez préciser Haïti et puis le Sud, c'est encore mieux pour nous. Mais dès qu'on fait une donation, la personne précise, notre siège à New York, c'est exactement si la personne précise le Sud, réponse simplement de et response. Donc, normalement, on recevra ces donations. On a déjà reçu certains particuliers qui nous ont fait des dons et qu'on utilise particulièrement pour le Sud. Mais merci de préciser Sud, comme ça c'est important pour nous. Mais si ça arrive en Haïti, il n'y a pas de problème aussi. Si vous permettez, je voudrais remercier notre ambassadeur national, Jean-Jean Roosevelt, qui a fait une superbe chanson pour nous, pour lancer la réouverture des classes, qui s'appelle Nous voulons même l'école. Là où il explique que l'école qu'on écoute, qu'on a à Port-au-Prince, c'est la même école qu'on devrait avoir à Léogane, à Martissant, dans la 3e section communale de Campérin. Et honnêtement, cette chanson nous a beaucoup aidé à mobiliser les enfants, à mobiliser les parents et pour vraiment faire un retour à l'école, quoique la situation est vraiment difficile. Et tout le monde connaît le talent de Jean-Jean Roosevelt. Bien. Nous voulons même l'école, ça c'est très bien. Oui, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Beauvoir. Merci de votre disponibilité. Merci des nouvelles que vous nous avez apportées. Et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance et beaucoup de dons dans les jours, les semaines et les mois qui vont venir. Parce que la reconstruction va quand même prendre beaucoup de temps.
Merci à vous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.